Et si je vous disais que la plus vieille manufacture d'armes au monde est née d'une simple facture? Une facture qui a traversé les siècles, les guerres, les révolutions, et qui est aujourd'hui la preuve vivante qu'une entreprise peut défier le temps lui-même. Aujourd'hui, nous débutons Archaem, une série consacrée aux histoires qui ont construit l'univers du tir. Nous y explorerons l'héritage des manufactures séculaires, l'histoire des armes emblématiques, les révolutions techniques et l'influence des institutions qui ont marqué cette longue tradition. Et pour ce premier épisode, nous plongeons dans l'incroyable histoire de Beretta. 5 siècles, 15 générations, une seule famille dans la même vallée italienne. Comment un modeste armurier du XVIe siècle est-il devenu le fournisseur des rois, des empires, des héros de l'unification italienne, de l'armée américaine et même de James Bond? Mais l'histoire a failli s'arrêter net. Guerre dévastatrice, invasion, crise économique. Le destin de la famille n'a tenu qu'à un fil. Accrochez-vous, nous remontons dans le temps jusqu'en 1526. La naissance d'un empire. Nous sommes le 3 octobre 1526 à Gardone, dans la vallée de Trompia, Val des Trompia, un petit village niché au creux des Alpes italiennes. Bartolomeo Beretta, maître canonnier, signe un document qui va changer son destin. Un contrat pour livrer 185 canons d'arquebuse à l'arsenal de la République de Venise pour 296 ducats. Mais qui est Bartolomeo? On sait peu de choses sur les premiers Beretta car les registres paroissiaux n'ont été conservés qu'après 1565. Ainsi, ce contrat du 3 octobre 1526, qui se trouve actuellement conservé dans les archives d'État de Venise, va établir le premier Beretta connu, Bartolomeo, comme maître canonnier. C'est donc déjà un artisan qui est reconnu à son époque. Mais ce n'est pas le seul. Dans la vallée de Val de Trompia, à la même période, on a un récit qui décrit qu'il y avait 8 fonderies de minerais de fer et environ 40 forges. Cette vallée était déjà connue pour ses mines de fer qui existaient depuis l'époque de l'Empire romain. Figurez-vous que les tribus alpines autochtones de la vallée des Trompillini, et d'ailleurs qui a donné le nom à la vallée, ont remarqué la présence de fer dans les couleurs de la roche. Et pas n'importe quel fer, un fer d'une qualité exceptionnelle, qui est particulièrement pauvre en impuretés comme le soufre et le phosphore. Cela signifie qu'une fois fondu, l'acier produit est plus souple et plus résistant et moins cassant. C'est la matière première idéale pour forger des lames. Et les Trompillini l'avaient compris et ils savaient les utiliser. C'est pourquoi les Trompillini, apparemment féroces, figurent en tête de liste des adversaires sur le monument triomphal dédié à Auguste vers 25 avant Jésus-Christ. À noter, ce fer est également idéal pour forger des canons d'armes à feu qui ne doivent pas exploser au visage de celui qui le tire. Mais la nature ne fait pas tout. Le vrai secret, c'est le savoir-faire accumulé sur des générations. Les maîtres armuriers de la vallée ont perfectionné des techniques de forge avancées. Et Bartolomeo a perfectionné son savoir-faire grâce à la laminatura. Cette technique consiste à chauffer, plier et marteler l'acier en de multiples couches, le rendant à la fois plus léger et plus résistant. Un savoir-faire si précieux que Venise, la Sérénissime, lui confie la défense de ses lagunes. Car voyez-vous, ce contrat, qui signe le début de l'Empire Beretta, n'est pas anodin. Il est signé en plein cœur d'un brasier géopolitique qu'il faut absolument décrypter. L'Italie, telle qu'on la connaît actuellement, n'existe pas. La péninsule est une mosaïque d'États rivaux. Au nord-est, la Sérénissime République de Venise est une superpuissance maritime étend son influence sur la terre ferme et notamment sur la riche province de Brescia, celle-là même où travaille Bartolomeo. Venise est sur la défensive. Elle doit protéger ses routes commerciales vitales en Méditerranée face à la menace grandissante de l'Empire ottoman. Ses possessions terrestres sont convoitées par les grandes puissances comme la France et le Saint-Empire romain germanique. La région de Brescia est une frontière stratégique et un verrou à protéger. Et c'est dans ce contexte de tension extrême, où l'Europe retient son souffle, que le destin frappe à la porte.
La commande arrive. De qui? Eh bien, de l'arsenal de Venise. Rien de moins que le plus gros complexe industriel et militaire d'Europe. L'objectif est clair. Il faut équiper ses troupes. Et bien sûr, la vallée de Trompia, située au cœur de la République de Venise, s'impose comme une évidence. Avec la qualité légendaire de son minerai de fer et le savoir-faire ancestral de ses armuriers, c'est le lieu idéal pour cette production. La commande est précise. 185 canons d'arquebuse pour la somme rondelette de 296 ducats. Ce n'est peut-être pas une fortune qui ferait basculer l'histoire, mais la somme est plus qu'honorable pour l'époque. Surtout, ce contrat est un véritable sésame. C'est bien plus qu'une simple transaction, c'est une reconnaissance officielle, le sceau de qualité apposé par la puissance dominante de toute la région. Pour Bartolomeo Beretta, c'est la garantie d'une activité stable et surtout le tremplin vers une réputation qui, dès cet instant, va dépasser largement les frontières de sa vallée. Pourtant, à quoi bon bâtir un tel prestige si on ne peut pas le léguer? Car voyez-vous, dans cette Venise de la Résistance, le talent ne suffit pas. La pérennité est une affaire de sang et de loi. Il y a une coutume médiévale, une loi qui a été légalisée par la République de Venise, qui stipulait que seul le fils d'un maître artisan pouvait à son tour prétendre au titre de maître. C'est là que le destin de la lignée se scelle. Ce privilège, jalousement gardé, Bartolomeo va le transmettre à son fils Giacomo, qui, loin de se reposer sur ses lauriers paternels, prend les rênes et étend la production en pleine effervescence des guerres italiennes du XVIe siècle. Il ne se contente plus de fabriquer seulement des canons comme son père, non. Là, on franchit un cap décisif. Il élargit la gamme en fournissant des arquebuses complètes et des pièces pour les fameux pistolets à rouet. L'entreprise commence à s'industrialiser et c'est ensuite au tour de la troisième génération de prendre la relève. Giacomo, il a deux fils, Lodovico, qui lui va fonder une branche distincte de la famille et il va se spécialiser dans les mécanismes de détente. Et on a Gioviano, qui est l'héritier direct. Et lui, il va poursuivre l'œuvre dans un contexte géopolitique encore plus intense. L'Europe est alors déchirée par les guerres de religion et l'urgence militaire est à son comble. Le Sénat vénitien, pressé, ordonne que la production des armes à Gardone passe à un rythme effréné. Là, on est sur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais à force de flirter avec les limites de l'humain, la dynastie va finir par se heurter à un mur de ténèbres. Car, après l'effort surhumain, vient les temps des épreuves les plus cruelles. L'heure de la résilience. Nous entrons alors dans le cœur du XVIIe siècle, une période où le ciel semble s'assombrir durablement sur la lignée Beretta. L'Europe entière est alors broyée par l'effroyable guerre de 30 ans. Un conflit d'une violence inouïe qui met les nations à genoux. Mais pour nos armuriers, le destin va se montrer d'une ironie tragique. Alors que leurs armes font fureur sur les champs de bataille, dans leur propre foyer, le malheur frappe doublement. Et ce n'est plus seulement l'acier qui manque, c'est en fait la vie elle-même. Une épidémie de peste inexorable s'abat sur la vallée de Trompia. Et on a encore un péril encore plus direct et tout aussi terrifiant qui guette, la convoitise des puissants. En fait, les États en guerre cherchent par tous les moyens à s'approprier ces artisans au savoir-faire si précieux. Et tenez-vous bien, on raconte que certains maîtres furent purement et simplement enlevés, soustraits à leur famille pour être contraints de travailler pour des puissances étrangères. C'est la survie de tout un patrimoine artisanal qui est menacé. C'est dans ce contexte dramatique, quasi apocalyptique, que Giovanni Antonio Beretta, fils de Giovannino, doit diriger l'atelier familial. Sa mission n'est plus seulement de forger des canons de fusil, non. Là, elle est d'une noblesse nouvelle. Sauvegarder l'héritage familial contre la maladie et la rapacité des hommes. L'atelier Beretta devient alors un véritable bastion, un refuge où la flamme du savoir-faire doit impérativement être préservée et coûte que coûte. Et cette survie, elle exige des décisions drastiques. Face à la tourmente, Beretta est contraint de restructurer sa production et de procéder à une réduction douloureuse de ses effectifs. Mais
l'entreprise persiste, car la guerre de 30 ans, cette immense boucherie européenne, ne s'arrête jamais. Les commandes militaires, bien que précaires, sont vitales. Mieux encore, Giovanni Antonio fait preuve d'un sens des affaires remarquable au milieu du chaos. Il parvient à développer de nouveaux marchés. C'est à cette période, figurez-vous, que la renommée de Beretta commence à se propager au-delà de la République de Venise, l'atelier fournissant désormais des armes aux armées suédoises et autrichiennes. Beretta a survécu au pire, elle est désormais prête à s'enraciner. La consolidation est l'art de la transmission. Après la tempête du XVIIe siècle, vient enfin le temps de la reconstruction et de la structure. Nous entrons dans une ère plus stable, mais tout aussi cruciale, portée par Giacomo Beretta, le fils de Giovanni Antonio. La cinquième du nom dans cette incroyable lignée, Giacomo ne va pas seulement fabriquer des armes, il va consolider les fondations de ce qui est en train de devenir une véritable dynastie industrielle. Nous sommes aux alentours de 1661. Les registres paroissiaux de Gardione Val de Trompia portent désormais, noir sur blanc, la mention de Giacomo Beretta, maître fabricant d'armes à feu. Cette simple annotation officielle est bien plus qu'une formalité administrative. C'est le signe éclatant que l'atelier a surmonté l'épreuve de la peste. C'est la preuve que la dynastie n'a pas seulement survécu, mais qu'elle a reconquis sa légitimité. Le mandat de Giacomo n'est pas marqué par les drames de son père, et c'est fort heureusement le calme avant la tempête. Son rôle est essentiel, stabiliser l'atelier et préparer le terrain pour la suite. Car voyez-vous, ce calme relatif est mis à profit pour l'innovation. La seconde moitié du XVIIe siècle est en pleine révolution militaire. Les vieilles arquebuses à rouet, complexes et bourgeoises, laissent maintenant place au système à silex, plus robuste, qui deviendra la norme pour 2 siècles. C'est aussi l'apparition de la baïonnette qui change la tactique d'infanterie. Mais pour transformer cet essai technique en triomphe commercial, il fallait du sang neuf. C'est ici qu'entre en scène Ludovico Beretta. Ludovico prend le relais avec une mission, faire fructifier l'héritage de Giacomo. Et figurez-vous que nous avons une preuve historique irréfutable de sa réussite. Les archives conservées à Venise nous livrent une preuve irréfutable, le recensement officiel de 1698 des fabricants de Gardone. Tenez-vous bien, à la fin du XVIIe siècle, sur les 33 maîtres artisans de la vallée, Ludovico Beretta a hissé la famille à la 2e place des plus gros producteurs. Sur plus de 23 000 canons forgés dans la vallée cette année-là, l'atelier Beretta en sort par près de 3 000. Ils sont juste derrière le clan Cominazzo, mais très loin devant les autres. C'est là la démonstration éclatante que le travail patient de Giacomo, magnifié par l'énergie de Ludovico, a payé. Ils ne sont plus des survivants, ils sont devenus des leaders. Mais ne nous y trompons pas, le ciel de ce nouveau siècle qui s'annonce n'est pas sans nuages. Car si l'acier est solide, les alliances, elles, sont plus fragiles. Pour affronter les intrigues et les guerres économiques qui se profilent, il ne suffira plus d'être un bon forgeron. Il va falloir devenir des seigneurs. Et ça, c'est un défi d'une toute autre nature. Le rempart de l'excellence. Car ce qui guette l'armurerie italienne au début du XVIIIe siècle, c'est une véritable régression. Oubliez la noblesse de l'artisanat, une nouvelle caste de marchands avides a pris le contrôle et impose sa loi, celle du profit immédiat. Et pour casser les prix, ils commettent l'irréparable, ils brisent les normes, donc fini l'exigence des maîtres. On remplace les artisans d'élite par une main-d'œuvre non qualifiée, taillable et corvéable, merci. Donc on contourne les contrôles de sécurité, on maquille des canons militaires rebutés pour les écouler sur le marché civil. Bref, la médiocrité devient la règle. Le marché est inondé de tubes mal alésés, prêts à exploser la figure du premier tireur venu. C'est en fait dans ce climat de sabotage industriel que la famille Beretta va devoir choisir son camp. Plier et faire de l'argent facile, ou résister. Alors que ses concurrents s'enrichissent en vendant la ferraille dangereuse, Giuseppe, lui, se radicalise dans la qualité. Il refuse de réduire ses standards de fabrication. Et l'histoire va lui donner raison de la manière la plus éclatante. Un auditeur technique vénitien, le capitaine Renier,
publie à l'époque un rapport accablant sur ces canons rouillés qui tuent plus de soldats que d'ennemis. Au milieu de ce désastre, il y a un seul nom qui reste immaculé, c'est Beretta. C'est cette hauteur de vue qui permet à la famille dès 1719 d'officialiser son rang. Ils ne sont plus traités de maestro, de maître. Maintenant, les actes notariés les appellent désormais signories. Ils sont devenus donc ces fameux seigneurs de l'industrie. Mais obtenir le titre, c'est une chose, conserver sa place en est une autre. C'est là qu'intervient son fils Antonio Ludovico, au milieu du XVIIIe siècle. Le danger est muté, ce ne sont plus seulement les produits qui sont attaqués, mais en fait c'est même l'indépendance même des fabricants. Les gros négociants tentent d'étrangler les artisans pour en faire de simples exécutants. Antonio Ludovico comprend le piège. Pour survivre, il transforme l'atelier familial en une véritable maison de commerce. Il coupe les intermédiaires, traite d'égal à égal avec les puissances et y sécurise ses propres contrats. Avec lui, Beretta n'est plus un sous-traitant, c'est une marque qui en impose. Et heureusement qu'il a bâti cette forteresse, car la fin du siècle sonne la fin du vieux monde. Nous arrivons à la 9e génération avec Giuseppe Antonio. Regardez ce qui lui tombe dessus en 1797. L'ouragan Napoléon. La République de Venise s'effondre après 1000 ans d'existence. Venise, la Sérénissime, est envahie par les troupes françaises avant d'être vendue comme un vulgaire terrain à l'Autriche par le traité de Campo Formio quelques mois plus tard. Pour Gardone, c'est un changement de régime radical. Les Français amènent avec eux leurs idées révolutionnaires. Première victime, les guildes. Ces vieilles corporations qui régulaient le métier depuis des siècles sont jugées antidémocratiques et sont purement et simplement abolies. Sur le papier, c'est une aubaine pour les marchands locaux qui pensent avoir enfin les mains libres pour faire du profit sans entrave. Mais c'était sans compter sur l'appétit d'ogre de Napoléon. Il a besoin d'armes, beaucoup d'armes. La Val de Trompia cesse d'être un atelier artisanal pour devenir l'arsenal de la grande armée. Imaginez le changement d'échelle. Une manufacture d'État ultramoderne est érigée à Brescia. Un arsenal de guerre capable de sortir 40 000 mousquets par an, jusqu'en 1815. C'est colossal. Et que fait la famille Beretta au milieu de ce tourbillon impérial? Elle s'adapte. Encore et toujours. Plutôt que de pleurer la chute de Venise, Giuseppe Antonio a su pivoter, s'adapter à l'occupant. Français, puis autrichien, sans jamais rompre. Il fournit, il produit, il excelle. À tel point que les Beretta reçurent un certificat de bon service de Napoléon pour leur contribution à la production. Mais l'histoire ne laisse aucun répit. La famille Beretta doit maintenant faire face à un séisme fait de vapeur et d'acier, la révolution industrielle. Et pour dompter ce nouveau monde, le statut de notable ne suffira plus. Il faut désormais être un visionnaire absolu. Cet homme providentiel, il est là. Retenez bien son nom car il va tout changer. Voici l'ère de Pietro Antonio, l'invention de la marque et la conquête du monde. Le défi qui se dresse face à lui est titanesque. Imaginez un instant le visage de l'Italie alors. Ce n'est plus une nation, c'est une mosaïque brisée. Une péninsule en miettes, étouffée sous le joug des dominations étrangères. Tenter de voyager d'une région à une autre ne révèle pas du simple commerce, mais de l'exploit en fait. C'est un parcours semé d'embûches, de frontières hostiles et de douanes interminables. Nombreux sont ceux qui seraient restés à l'abri dans leurs montagnes, mais Pietro Antonio possède cette audace des grands visionnaires. Il refuse la fatalité. Dès 1815, bravant les obstacles administratifs et géopolitiques, il prend la route pour aller chercher les commandes là où elles se trouvent. Ce n'est pas seulement un commerçant, c'est un puriste. Il décide de concentrer tout le savoir-faire de la maison sur l'excellence des canons lisses pour fusils et pistolets. La qualité avant tout. Et pour couronner cette exigence, il pose en 1832 un acte fondateur décisif. Il enregistre officiellement l'entreprise sous le nom qu'elle porte encore fièrement aujourd'hui. La Fabbrica d'Armi Pietro Beretta. L'identité de légende est née. À sa disparition en 1853, après avoir même réussi à racheter les parts de la forge qui étaient dispersées chez des cousins, il laisse une maison saine, unifiée et prête pour l'avenir. Après une brève régence
de l'oncle de Lodovico, c'est le fils aîné de Pietro Giuseppe Antonio qui saisit les rênes du destin à l'âge adulte. Et là, l'entreprise change littéralement de dimension. Giuseppe n'est pas un simple héritier, c'est un bâtisseur d'empire qui va transformer la forge artisanale en une puissance industrielle. C'est à lui qu'on doit la construction de ce nouveau site monumental sur la rive du fleuve Mela, qui abrite encore de nos jours le quartier général du groupe Beretta. Pour faire tourner cette usine flambant neuve, il fait preuve d'une modernité folle. Il canalise la rivière, installe des turbines hydrauliques et produit sa propre électricité. Giuseppe commence à concentrer sa production sur les armes de sport haut de gamme. De 1850 à 1860, quelques 250 à 300 armes étaient produites chaque année. Au début des années 1880, ce nombre était passé à 7000 ou 8000, en particulier des armes de sport à chargement par la culasse. Au milieu du 19e siècle, les fusils à percussion ont remplacé les fusils à silex pour les armes militaires et civiles. Un des premiers exemples de fusils à percussion datant de 1830-1850 et signé P. Beretta se trouve au musée de Beretta. Mais le génie de Giuseppe réside aussi dans son incroyable ouverture sur le monde. Il a hérité un goût pour les voyages et s'est montré infatigable dans la recherche de marchés en Italie et à l'étranger. Non seulement il exporte le savoir-faire italien, mais il fait preuve d'une humilité stratégique redoutable. Il décide d'importer et de distribuer en Italie les merveilles technologiques venues d'Amérique. Il vend du Colt, du Smith & Wesson, du Winchester, ainsi que des munitions. Il les étudie, les comprend et il s'en inspire pour élever encore le niveau de ses propres créations. Et comme souvent chez les Beretta, l'histoire avec un grand H vient se mêler à l'histoire familiale. Nous sommes en plein Risorgimento, l'unification italienne. Le propre frère de Giuseppe Antonio part se battre comme volontaire aux côtés du célèbre Garibaldi. D'ailleurs, j'adore cette anecdote qui en dit long sur la rigueur morale de cette famille. En 1866, alors que son frère est au front, Giuseppe lui écrit une lettre. Pas pour parler de gloire militaire, non. Il lui écrit « Il ne suffit pas de porter l'uniforme, sois obéissant, respectueux envers tes supérieurs. » Et il termine par cette phrase implacable. « Dis-moi si tu as laissé des dettes ici avant de partir. » Chez les Beretta, on est patriote certes, mais on tient ses comptes. À l'aube du XXe siècle, la renommée de la maison est telle que Giuseppe doit faire construire le Beretta Hotel en 1899 pour loger les dignitaires et curieux qui affluent du monde entier pour visiter ce miracle industriel de la vallée. Giuseppe Antonio s'éteint en 1903. Il laisse derrière lui une usine ultramoderne et une réputation inébranlable. Mais il laisse surtout le champ libre pour une révolution technologique imminente. La Grande Guerre approche et avec elle l'ère de l'arme semi-automatique qui fera entrer définitivement Beretta dans la légende militaire. Pietro, le patriarche de la modernité. Nous quittons les brumes du 19e siècle pour entrer de plein pied dans la tourmente du 20e siècle. Et pour guider la famille Beretta à travers 2 guerres mondiales et l'effondrement des monarchies, il fallait une figure protectrice, un homme d'une trempe exceptionnelle. Cet homme, c'est Pietro Beretta. Lorsqu'il prend officiellement la direction de l'entreprise en 1903, à la mort de son père, Giuseppe, Pietro hérite d'une structure solide, certes, mais il a une toute autre ambition. Il ne se contente pas d'être un armurier, il se veut un bâtisseur d'empire. Là où ses ancêtres travaillaient à l'instinct et au savoir-faire artisanal, Pietro introduit la rigueur scientifique. C'est une révolution. Il comprend très vite que pour dominer le marché, il faut une précision absolue. Il fait installer au cœur même de l'usine un laboratoire de métrologie et de contrôle chimique des aciers, bien avant que l'État italien standardise ses propres normes via le banc d'épreuves nationales. Sous son règne, rien n'est laissé au hasard. Chaque canon, chaque pièce est structurée, analysée, torturée. C'est cette obsession qui va faire de Beretta non plus seulement un nom, mais une garantie. Mais l'histoire tragique et cruelle vient frapper à la porte du Val de Trompia. En 1915, l'Italie entre en guerre. L'armée royale italienne est en pénurie critique d'armes de poing modernes. Pietro Beretta relève le défi avec une réactivité surprenante. De ses ateliers sort le modèle 1915. Retenez bien ce nom car c'est en fait un tournant historique. C'est le tout premier pistolet semi-automatique produit en masse
par la firme. Il était produit à raison de 4200 unités par mois et plus de 15 000 pièces sortent des usines pour équiper le front. Le M1915 est chambré en 9 mm Glisenti. Cette cartouche sera la cartouche officielle des pistolets italiens pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ses dimensions sont similaires à celles de la cartouche 9 mm Luger, 9 mm para, mais sa charge elle est réduite de 25%. Pendant cette Première Guerre mondiale, Beretta décroche également un contrat pour produire 1000 canons de mitrailleuses Fiat, modèle 1914. Attendez, qu'est-ce que... Fiat, c'est ça que je viens de dire? Mitrailleuse, Fiat? Fiat, à cette époque, avait déjà produit un certain nombre de modèles de voitures, avant la guerre. Mais là, changement de fusil d'épaule, super jeu de mots, ils se mettent à fabriquer des armes. Je pense d'ailleurs que ce serait un très bon sujet de vidéo de s'intéresser aux entreprises dont leur business n'était pas du tout les armes et qui se sont mis à en fabriquer pendant les guerres. Allez, on revient avec Beretta. Et pendant la Première Guerre mondiale, on va aussi leur confier également la fabrication de composants cruciaux pour une arme étrange et novatrice, la Villar Perossa, considérée par beaucoup comme l'ancêtre du pistolet mitrailleur. Mais Pietro Beretta ne s'arrête pas en si bon chemin. Il y a une autre arme née de cette effervescence que je dois absolument vous évoquer. Vers la fin du conflit, en s'appuyant sur l'expérience acquise avec les pièces de Villar Perossa, les ingénieurs de Beretta, et notamment le talentueux Tullio Marangoni, qui a mis au point le pistolet M1915, créé le Moschetto Automatico Beretta Modello 1918. Une première mondiale oubliée? Regardez bien cette arme, c'est une carabine automatique chambrée en calibre de pistolet, donc le fameux 9 mm Glisenti, avec le chargeur planté sur le dessus. Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce qu'en fait, il y a un grand débat d'experts à ce sujet. Si vous ouvrez la majorité des livres d'armement ou des livres de la Grande Guerre, la gloire est presque toujours attribuée à l'Allemagne et au célèbre MP-18 de Hugo Schmeisser. Eh bien, c'est peut-être inexact. Le Beretta 1918 a été distribué aux troupes italiennes quelques semaines avant que les Allemands ne déploient le leur sur le champ de bataille. C'est donc techniquement Beretta qui a offert au monde le premier pistolet mitrailleur opérationnel de l'histoire. Avec le modèle 1915 au ceinturon et la carabine 1918 en main, Beretta venait de prouver qu'elle n'était plus une simple fabrique de fusils de chasse, mais une puissance militaire capable d'équiper une armée moderne. Alors que le silence retombe sur Val de Trompières en 1918, une question redoutable se pose. Guerre est finie, les canons se sont tus. Que fait Pietro? Eh bien, figurez-vous qu'il prend tout le monde à contre-pied. Là où n'importe quel patron raisonnable aurait réduit la voilure, il ne licencie pas, il ne ferme pas. Il revient à ses premières amours, la chasse. Il sait que l'Italie, ce pays rural piétri de tradition, a besoin de fusils solides. Il modernise ses chaînes de production pour offrir aux civils la même qualité que celle exigée par les militaires. L'atelier artisanal devient alors définitivement une industrie, passant de 2800 m² avec 130 employés à plus de 25 000 m² de bâtiments couverts et 1500 employés. Mais Pietro n'est pas qu'un industriel, c'est un esthète. Il nourrit une passion dévorante pour l'architecture, une passion qu'il partage avec un grand ami, Egidio da Beni, l'architecte qui a restauré le célèbre Broletto de Brescia. Et c'est là, mes amis, que l'histoire devient savoureuse. Pietro est affligé. Il sait que la production d'armes va chuter drastiquement avec la paix. Et il est hanté à l'idée de voir congédier ses fidèles ouvriers. Alors, lors de ses promenades avec Dabeni, si nous ne pouvons plus construire de fusils pour le moment, nous allons construire une villa. C'est ainsi que naît le projet de la grande villa Beretta, le siège actuel de l'entreprise. Pietro utilise sa main-d'œuvre excédentaire pour bâtir ce joyeux néo-gothique. C'est un coup de maître social et patrimonial. La villa achevée en 1925 n'est pas seulement une demeure de patron, c'est le symbole que chez Beretta, on ne laisse personne sur le bord de la route, même quand les commandes s'arrêtent. Mais la vision de Pietro s'étend bien au-delà des murs de sa villa. À cette même époque, il rend régulièrement visite à un voisin illustre, installé au bord du lac de Garde, le poète flamboyant Gabriele d'Agnonzo. Fasciné par le génie de l'industriel,
Le poète lui suggère alors d'adopter un emblème qui se trouve à l'entrée de sa demeure victoriale. 3 flèches s'élançant vers l'avant. Ce motif, on le doit en réalité au talent de l'artiste décorateur Giudo Marossic, qui avait conçu pour orner les ouvrages du poète. D'Annunzio y avait joint une devise de défi, dar in broca, tirer droit ou atteindre la cible. Pietro, séduit par la force du symbole, conserve précieusement ce graphisme. Et s'il commence à apparaître discrètement sur quelques boîtes d'accessoires, il faudra attendre 1962 pour que la 13e génération en fasse l'emblème officiel et mondial de la marque. Le célèbre trident. Un sceau né de la collaboration entre un artiste, un poète et un industriel de génie. Mais pour Pietro Beretta, la noblesse d'une marque ne peut pas se limiter à un emblème sur du papier à lettres. Elle doit se nicher dans l'âme même de la cire. Il a alors une vision pour l'avenir de son entreprise. En 1933, un projet ambitieux arrive enfin à son terme, la création de la série SO. C'est une révolution. Beretta lance le modèle SO1, qui devient officiellement le tout premier fusil superposé italien conçu pour la chasse et le tir sportif. Mais attention, il ne s'agit pas d'un fusil ordinaire sorti d'une chaîne d'assemblage. Avec la série SO, Beretta définit ce qui deviendra la référence absolue du fusil de luxe. Une arme entièrement fabriquée à la main. Pietro a l'audace de défier le géant de l'époque, John Moses Browning, et son célèbre Superposed. Beretta ne se contente pas de rivaliser, il critique ouvertement. Pour les esthètes italiens, le fusil de Browning est, je cite les termes de l'époque, très haut, lourd et laid. Oui, laid. Une critique cinglante qui résonnera dans le commerce italien pendant 70 ans. Face à la massivité américaine, Beretta impose la finesse, l'élégance de ses platines latérales. L'histoire leur donnera raison. Les fusils SO sont aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre. Le répit est malheureusement de courte durée. À la fin des années 30, le bruit des bottes se fait de nouveau entendre. L'État italien passe commande. Il faut fournir l'armée. C'est l'époque où sortent des chaînes des légendes comme le petit pistolet modèle 1934 en 9x17 mm Corto. Cette munition était considérée comme une munition de pistolet de service moyennement puissante avant la Seconde Guerre mondiale, et sera par la suite remplacée par la 9 mm Luger, la 9 para, après la normalisation de l'OTAN. Beretta va également sortir le redoutable pistolet mitrailleur MAB 38A, une pièce d'orfèvrerie mécanique. Le MAB 38A a été développé par Beretta pour concurrencer le marché des mitraillettes et participer aux essais de fusils semi-automatiques et de mitraillettes de l'armée italienne qui ont eu lieu dans les années 1930. Il s'est distingué par sa simplicité d'emploi et son efficacité. À ce titre, il représente sans doute l'une des armes les plus réussies de l'arsenal italien jusqu'en 1945. Le MAB 38A est chambré en 9 mm M38. C'est une version qui est surchargée de la 9 mm Parabellum. Mais tout bascule en 1943. Le gouvernement italien s'effondre et l'Allemagne nazie occupe le nord du pays. Les SS investissent l'usine. Ils sont là pour superviser la production. Armes au point. La situation de la famille Beretta devient intenable. Pietro et ce fils, donc Pier Giuseppe et Carlo, sont surveillés en permanence. Et pourtant, c'est là que l'histoire retire son souffle. Sous le nez des occupants, des armes neuves disparaissent mystérieusement du stock pour atterrir dans les mains des partisans italiens. La famille joue sa peau. Le fils Carlo Beretta est même arrêté et jeté en prison en attendant son transfert vers un camp d'extermination. Il ne doit son salut qu'à une logique froide des Allemands. Il est trop précieux pour la production de l'usine. En 1944, la guerre arrive physiquement à Gardone. Les bombardiers alliés pillonnent la vallée. L'usine subit de lourds dommages, mais Pietro avait anticipé. Le vieil homme avait fait creuser des tunnels à flanc de montagne pour y cacher les machines les plus précieuses. L'outil de travail est sauf. La fin de ce chapitre est digne d'un film. À la Libération, les troupes allemandes en déroute arrêtent Pietro Beretta et le retiennent en otage. Il faudra l'intervention d'un groupe de partisans déterminés pour éviter le drame. L'opération est un franc succès. Pietro est libre. Après la capitulation de l'Italie et le retour au calme, Pietro ne perd pas une seconde. Il ressort les machines cachées dans les tunnels et relance ce qui fait l'âme de la maison, la production de fusils de chasse. Plus qu'une simple reconstruction, c'est une métamorphose. Pietro rationalise tout.
dotant l'entreprise d'équipements modernes et d'une administration à la pointe de la technologie. Dans les développements d'après-guerre, il y en a un qui nécessite qu'on s'y attarde dessus, c'est le fusil superposé S-55. Sorti en 1955, ce fusil de chasse a été conçu pour la production en masse, mais sans sacrifier la qualité. Jusqu'alors, les fusils de chasse étaient souvent fabriqués à la main, avec des ajustements minutieux. L'innovation réside sur le mécanisme de verrouillage interne. Il a été conçu pour être fabriqué dans le noir et sans avoir besoin d'ajustement manuel spécial des pièces. En d'autres termes, le S-55 introduit l'interchangeabilité des pièces. Le 1er mai 1957, Pietro Beretta s'éteint, marquant véritablement la fin d'une époque. Ce visionnaire honoré de titres de chevalière, commendator et surtout chevalière del Lavoro laisse derrière lui une fondation inébranlable pour les générations futures, à la conquête de l'Amérique. La relève est assurée par les deux fils de Pietro, Pier Giuseppe et Pier Carlo Beretta. Et croyez-moi, ces deux-là vont former un duo redoutable. Ils ne se contentent pas de gérer l'héritage, ils vont le propulser à l'international. Leur règne est marqué par une répartition des tâches d'une efficacité militaire. Pier Giuseppe prend la présidence. C'est le stratège, l'homme des relations publiques et de la vision commerciale. Pier Carlo, lui, c'est l'âme technique, veillant à ce que la qualité des aciers et la précision des mécanismes restent irréprochables. Sous leurs impulsions, Beretta va révolutionner le marché. Tout commence dès 1958, une date clé pour nous tireurs. Beretta sort le modèle 60, son tout premier fusil semi-automatique à emprunt de gaz. C'est une petite révolution qui ouvre la voie, dans les années 60 et 70, à l'âge d'or des semi-auto avec la mythique série A300. Un fusil qui va démocratiser la chasse moderne grâce à une fiabilité légendaire. Côté force de l'ordre, c'est l'arrivée du célèbre pistolet métrailleur PM12, reconnaissable entre mille avec sa double poignée et son chargeur vertical, que l'on verra dans les mains de tous les carabineries d'Italie durant les sombres années de plomb. Mais le véritable coup de génie de Pier Giuseppe et de Pier Carlo, c'est d'avoir compris une chose essentielle. Pour devenir le numéro 1 mondial, il faut conquérir l'Amérique. Or, pour s'imposer sur ces terres, il ne suffit pas d'avoir de l'ambition ou une belle histoire. Il faut un produit, une arme d'exception, capable de changer la donne. C'est ainsi qu'en 1975, Beretta dévoile ce qui deviendra l'une des conceptions d'armes les plus réussies de tous les temps. Le pistolet semi-automatique Beretta modèle 92 en 9 mm. Le succès est foudroyant. La police brésilienne flaire le potentiel et l'adopte presque immédiatement, rapidement suivie par les polices et l'armée italienne. Mais ce n'est que le début. Sur les 25 années suivantes, cette plateforme va devenir la référence absolue. Elle équipera notre propre gendarmerie nationale, je pense que vous connaissez tous le PAMAS G1 bien sûr, mais aussi plus de 1600 agences de force de l'ordre, rien qu'en Amérique du Nord. Mais croyez-moi, la légende de Beretta dépasse largement le cadre strict des casernes et des champs de bataille. La marque au trident a réussi ce tour de force rare, unir la réalité tactique au mythe hollywoodien. Car si ces armes équipent aujourd'hui les forces de l'ordre et les militaires de plus d'une centaine de nations à travers le monde, elles sont aussi devenues des stars de la culture populaire. Tenez, une petite anecdote savoureuse que vous ignorez peut-être. Bien avant d'être associé à son célèbre Walter, le plus illustre des espions de Sa Majesté, James Bond lui-même, Bond's favorite Beretta, which is almost legendary now, ne jurait que par son Beretta. C'était son arme de prédilection dans les premiers romans de Ian Fleming, jusqu'au roman et film James Bond contre Dr. No. I've used the Beretta for 10 years. I've never missed with it yet. Du grand écran aux séries télévisées, en passant par les couvertures de best-sellers, le profil racé du Beretta est devenu une icône, un symbole de puissance reconnaissable entre mille, aussi bien dans la main d'un carabinier de Rome que dans celle d'un héros de cinéma. Fort de ce succès planétaire, les frères Beretta passent à la vitesse supérieure. En 1977, ils fondent Beretta USA pour produire directement sur le sol américain. Leur cible est maintenant verrouillée et elle est gigantesque. Le programme de l'armée américaine visant à remplacer le vénérable mais vieillissant Colt 1911. Contre toute attente, l'illustre maison du Val de Tropia triomphe des géants de l'armement lors des tests de torture impitoyables.
Et en 1985, l'histoire s'écrit. Le modèle 92 FS est officiellement adopté sous le nom de M9. L'armée la plus puissante au monde s'équipe italien. C'est la consécration absolue pour la 13e génération. Mais la stratégie des frères Beretta ne s'arrête pas à la croissance organique. En 1983, ils réalisent un coup de maître en rachetant Benelli, le fleuron italien des fusils semi-automatiques. Vous connaissez tous la réputation de Benelli. Ces mécanismes d'une simplicité géniale, cette fiabilité à toute épreuve, cette rapidité de cycle légendaire. En intégrant Benelli au groupe, Beretta ne se contente pas d'éliminer un concurrent. Elle s'offre une technologie complémentaire et deux philosophies de conception qui vont pouvoir coexister et s'enrichir mutuellement. L'empreinte gaz d'un côté et le système inertiel de l'autre. Le chasseur et le tireur sportif ont désormais le choix, mais dans les deux cas, c'est la famille Beretta qui empoche la mise. Hélas, le destin a parfois un sens de l'ironie tragique. Ce triomphe américain, aussi éclatant soit-il, aura pour la famille un goût de cendre, car Pierre Carlo, le frère cadet, l'un des plus grands experts techniques en armement du siècle, ne verra jamais l'aboutissement final de leur grande œuvre. Il tire sa révérence le 5 mars 1984, à l'aube même de la victoire, un an seulement avant la signature officielle donc du contrat du siècle avec l'US Army. Il part en sachant que le travail est fait, mais sans avoir pu voir le drapeau italien flotter sur les holsters américains. Son aîné, Pierre Giuseppe, se retrouve alors seul à la barre. C'est lui, le patriarche solitaire, qui apposera sa signature en 1985. Mais le deuil n'arrête pas l'innovation. Durant cette dernière décennie de règne, Pierre Giuseppe continue d'élargir l'empire. En 1989, il pense au tireur sportif de haut niveau en lançant l'ASE 90, le premier fusil superposé de compétition conçu pour être abordable tout en restant une bête de course professionnelle. Puis, visionnaire, il comprend que Beretta doit être plus qu'une usine d'armes. Cela doit devenir un style de vie. En 1990, il lance la division Beretta et sa propre ligne de vêtements techniques et élégants. Il veillera sur l'Empire jusqu'au bout, savourant cette consécration mondiale, avant de s'éteindre à son tour le 10 juin 1993. Avec lui, c'est une page immense qui se tourne. Les deux hommes avaient reçu de leur père une fabrique régionale meurtrie par la guerre. Ils rendent les clés d'une multinationale qui arme la première puissance mondiale. La lignée directe s'éteint ici, car Pierre Giuseppe n'a pas d'enfant. Mais le sang des Beretta est fort, le flambeau est transmis à leur neveu, le fils de leur sœur, Giuseppina. Il s'appelle Ugo Guzzali, et c'est à lui qu'incombe désormais la lourde tâche de faire entrer la dynastie dans le XXIe siècle. L'Empire contre-attaque et la révolution technologique. Nous voici donc au milieu des années 90 et Ugo Guzzali, Beretta, incarne désormais la 14e génération. Ugo, un bâtisseur et un visionnaire qui comprend que pour survivre, il ne faut plus seulement fabriquer des armes, il faut créer un univers. Son premier coup d'éclat symbolique survient en 1995. Il traverse l'Atlantique non pas pour une usine cette fois, mais pour le prestige. Il inaugure la première Beretta Gallery à New York. Imaginez un instant, sur Madison Avenue, le luxe italien de chasse s'expose comme de la haute couture. Avec la Beretta Gallery, il transforme les boutiques en ambassades de luxe où l'on célèbre l'art de vivre à l'italienne autour de l'arme. Il parraine des événements, des musées et veille à ce que l'histoire de la maison soit scrupuleusement conservé. Mais derrière le velours, il y a de l'acier. En 1996, Ugo structure sa vision en fondant la Beretta Holding. Ce n'est plus une simple entreprise, c'est un groupe tentaculaire qui commence à absorber ses concurrents pour mieux régner. Franchi, le spécialiste des fusils légers et élégants, Strugmer, la marque offrant un excellent rapport qualité-prix, est intégrée pour toucher un public plus large. On a aussi Sako et Tikka, les fleurons finlandais de carabine et de précision de chasse qui entrent également dans l'orbite de Beretta en 2000. C'est un coup de maître. Du jour au lendemain, le groupe maîtrise l'excellence méditerranéenne et scandinave, deux écoles balistiques parmi les plus respectées au monde. On a également Uberti, le célèbre fabricant de répliques historiques, permettant à Beretta de dominer aussi le marché de reconstitution et du cowboy action shooting. Cependant, le monde de l'armement change. Il y a un nouveau matériau qui fait frémir les puristes, le polymère. Beretta, temple de l'acier et du bois, va-t-elle rater ce virage? Que nenni. En 1999, Ugo lance le Beretta 9000S,
le tout premier pistolet de la marque à carcasse polymère. L'innovation s'accélère. En 2006, alors que les conflits modernes évoluent, Beretta plonge dans la science-fiction militaire avec le projet Soldato Futuro, le soldat du futur. De cette recherche naît le fusil d'assaut ARX 160, une arme modulaire, légère, capable de s'adapter à toutes les missions qui propulsent l'infanterie italienne dans le XXIe siècle. Pour orchestrer cette puissance de feu, Hugo pose en 2011 une nouvelle pierre angulaire, la fondation de Beretta Défense Technologies. L'idée est géniale, réunir sous une même bannière toutes les entités militaires du groupe Beretta, pour offrir aux armées du monde entier une solution unique. Une seule alliance pour les équiper tous. L'ère de l'écosystème total et le passage de flambeau. Et nous voici arrivés au tournant décisif. C'est en 2015 que le patriarche Hugo décide de transmettre officiellement les rênes opérationnelles. Il nomme son fils Franco Guzzali Beretta président de la Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, donc le cœur industriel historique, et son autre fils Pietro Guzzali Beretta prend la présidence de la Beretta Holding. La 15e génération est aux commandes, et croyez-moi, Pietro et Franco ne vont pas se contenter de gérer l'héritage. Ils vont le sublimer et le connecter au monde moderne. Dès 2017, ils poussent le luxe à son paroxysme en rapatriant la production des mallettes d'armes de prestige. On ne sous-traite plus l'excellence, on la fabrique à la maison, à la main, comme au temps de la Renaissance. Mais ces deux frères ont le regard tourné vers l'avenir technologique. En 2019, ils signent une alliance stratégique majeure, le consortium CSSS avec le géant de l'aérospatial, Leonardo. Beretta ne fait plus seulement de la mécanique, elle entre dans l'ère de l'électronique, de défense et des systèmes intelligents. Et parce qu'il faut vivre avec son temps, même quand on a 500 ans, l'année 2022 marque les Digital Olympics. Beretta investit l'espace numérique, connectant les tireurs, les fans et la marque comme jamais auparavant. Enfin, preuve ultime que cette dynastie sait écouter le pouls de la planète, 2023 marque une étape éthique fondamentale. La réalisation de la première empreinte carbone produite. Franco et Pietro l'ont compris. Pour durer encore 500 ans, Beretta doit être aussi durable que ses canons sont solides. De l'atelier enfumé de 1526 à l'entreprise éco-responsable et numérique d'aujourd'hui, la boucle est bouclée. Mes chers amis, quelle vertigineuse traversée du temps nous venons d'accomplir ensemble. Rendez-vous compte, nous sommes partis de l'année 1526, à une époque où François Rogner régnait encore sur la France et où Michel-Ange sculptait ses chefs-d'œuvre. Nous étions dans l'atelier enfumé de Maestro Bartolomeo, au cœur d'une vallée lombarde, à compter les ducats vénitiens pour quelques canons d'arquebuse. Et nous voici aujourd'hui, 500 ans plus tard, face à une multinationale de l'ère numérique, capable d'équiper les armées les plus modernes, comme les tireurs olympiques. L'histoire de la maison Beretta est une anomalie magnifique dans le monde industriel. C'est l'unique exemple mondial d'une dynastie manufacturière ayant survécu à tout. Aux guerres napoléoniennes, aux conflits mondiaux, aux crises économiques, aux révolutions technologiques et même à l'usure du temps qui, d'ordinaire, emporte les empires familiaux en 3 générations. Quel est leur secret? Comment ont-ils fait pour que la flamme ne s'éteigne jamais, passant de main en main de Pietro, l'ancien, à Pietro de la 15e génération? La réponse tient sans doute dans cette devise gravée dans la pierre de leur demeure, comme l'ADN de leur héritier. Prudence et audace. La prudence de jamais oublier d'où l'on vient, de respecter la terre du Val de Trompia et le savoir-faire des artisans. Et l'audace, toujours de se réinventer, de conquérir l'Amérique quand personne n'y croyait ou de marier l'acier à l'électronique. Beretta, ce n'est pas seulement une marque d'armes, c'est un témoin privilégié de notre histoire, une leçon de résilience et une preuve vivante que la tradition, lorsqu'elle est portée par la passion, est la seule chose qui ne vieillit jamais. Alors, la prochaine fois que vous verrez le fameux logo aux 3 flèches, ce symbole emprunté au poète d'Annunzio, souvenez-vous qu'il ne pointe pas seulement vers la cible, il pointe vers l'éternité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir les secrets de cette dynastie hors du commun. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour percer les mystères d'un nouveau Archaëm.